Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour une review éclair, puisque j'ai réagi très vite, de Crown Jewel 2019, qui s'est donc tenu hier en fin d'après-midi. Un show qui a eu le mérite en tout cas de ne pas durer trop longtemps, 3h30, donc un format digeste, loin des formats de 4h, 4h30 qu'on a pu avoir dans le passé. Les shows saoudiens étaient quand même souvent assez longs. Là, c'était quand même déjà beaucoup plus digeste. Et comme vous avez pu le voir dans cette mini vidéo là avec Basil Boli, eh ben non, cette fois-ci on n'a pas pleuré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pleuré contrairement à cette fin honteuse de Hell in a Cell? Eh ben, je vais vous dérouler tout ça et vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai fait cette petite analogie avec Basilou. On commence déjà par le kick-off, puisqu'on ne savait pas encore ce que ça allait être. Et bien finalement ça a été la bataille royale de 20 catcheurs pour désigner le futur adversaire d'AJ Styles pour le titre US. Finalement ça aurait dû être à la base l'opener, puisque je m'étais un petit peu trompé et j'avais fait un petit commentaire que j'avais épinglé sur ma vidéo pronostic pour dire que finalement je m'étais un peu trompé. C'était pas le turmoil match que je voulais dire, mais c'était plutôt la bataille royale qui était normalement prévue pour être l'opener. Et finalement, ils ont encore changé. C'est devenu un match de kick-off. Donc les 20 hommes, on nous les avait annoncés. Vous les avez à l'écran. Il y a Sunil Singh, qui était le champion du coup 24/7, Mojo Rawley, Eric Rowan, R-Truth, Sin Cara, Brian Kendrick, un peu plus surprenant, Titus O'Neil, Tony Nese, aussi encore un peu surprenant, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade, Drake Maverick, un petit peu surprenant aussi, Eric Young, Luke Harper, que je n'avais pas cité dans ma vidéo pronostic, mais ça paraissait aussi logique, tout comme Rowan, Cedric Alexander, Yves Slater, Humberto Carrillo et Noé Rosé. Voilà, donc pas mal de low carders, comme je vous l'avais dit. À noter quand même l'absence d'X3. Je sais pas trop pourquoi, si c'est une sanction ou autre chose, mais on peut noter quand même cette absence. Peut-être que justement un gars comme Tony Nese ou Kendrick a pris peut-être sa place au dernier moment. Il y a eu quelques entrées spéciales, beaucoup de gens sont arrivés ensemble, mais il y a eu des petites arrivées quand même spécifiques, comme Rowan, comme R-Truth, comme Andrade et comme Buddy Murphy qui sont arrivés tout seuls. Voilà, un peu comme favoris, si on peut dire. Maverick finalement aurait été le premier éliminé par Rowan, qui élimine ensuite Yves Slater et Tony Nese. Kendrick, Eric Young, puis Mojo Rawley, puis Sin Cara se font aussi éliminer. Sin Cara qui se fait éliminer par Andrade, ça peut avoir un petit peu de sens puisqu'en ce moment ils sont plus ou moins en feud. Titus O'Neil se fait éliminer par Apollo Crews, donc un petit souvenir de la Titus Worldwide. Noé Rosé se fait éliminer par le duo Harper et Rowan, puisque Noé Rosé avait tenté avec beaucoup de courage de danser, de faire danser Rowan et Harper. Évidemment ça n'a pas fonctionné et puis il s'est fait virer. Ensuite on a les deux, Harper et Rowan, qui se font face, donc on nous tease une petite confrontation entre les deux. Mais juste derrière, Tozawa nous joue aussi le héros. Il veut se confronter à Rowan avec beaucoup de courage, mais puis finalement il se retourne et puis il voit aussi Harper. Donc là il nous fait un grand numéro là avec un visage apeuré, et puis il se retrouve donc entre les deux et puis il se fait sortir par Harper au final. Shelton Benjamin est éliminé, puis Apollo Crews, puis Murphy se fait éliminer par Rowan en étant bousculé là contre la barricade. Malheureusement c'était mon gros favori avec Carrillo. Je vous l'avais dit, je voyais bien Murphy. Malheureusement, il se fait sortir relativement tôt dans le match. R-Truth ensuite se fait éliminer. Andrade, Sunil Singh se fait aussi éliminer. On se retrouve déjà avec le Final Four, Harper et Rowan et Carrillo, Alexander, donc dans ce Final Four. Gros soutien étonnant du public envers Harper, qui est assez inattendu et assez over. Donc Alexander se fait donc ensuite éliminer par Rowan. On se retrouve dans une situation à 2 contre 1, donc entre Harper et Rowan et Carrillo, qui fait donc le face en péril. R-Truth, qui était encore à l'extérieur là, couché, en profite pour récupérer son titre 24/7 face à Sunil Singh après avoir balancé Samir contre le ring. Mais du coup, une fois qu'il récupère le titre, tous les éliminés de la bataille royale poursuivent R-Truth et font tout le tour du ring et du coup se poursuivent jusqu'en coulisses.
ce qui perturbe un petit peu Harper et Rowan qui regardent tout cela, tandis que Carrillo petit à petit récupère. Et donc en ce moment-là, on a un duel teasé à nouveau entre Rowan et Harper, et là Carrillo donc en profite, les perturbe un petit peu, et même Rowan arrive à éliminer Harper un peu par une petite trahison, alors que Harper était en train de sortir Carrillo. Et puis Carrillo sort dans la foulée Rowan. Bon, c'était pas très fluide hein, puisqu'il est resté un tout petit moment à la verticale Rowan hein, à cause de son poids, donc c'était pas facile de se renverser. Ça a pris voilà, il y a un petit moment de latence et finalement Rowan est redescendu sur ses deux pieds et finalement, à partir du moment où on avait le 2 contre 1, ça sentait quand même la victoire par surprise de Carrillo et effectivement il s'est imposé. Donc c'était mon deuxième choix Carrillo, donc c'est pas non plus une grande surprise et comme je l'avais dit, ils ont été chercher la solution du côté de 205 Live, en tout cas des ex 205 Live, avec la victoire de Carrillo. Même si ce qui est un petit peu à déplorer, ce qui est un peu dommage, c'est que celui-ci venait justement d'affronter AJ Styles lundi dernier à Raw, dans un bon match hein, d'ailleurs, qui avait permis de mettre un peu en valeur Carrillo pour ses débuts à Raw, hein, après le match qu'il avait perdu face à Rollins une semaine avant. Cette fois-ci, il perd face à AJ Styles avec un calf crusher, et donc il a le droit à un match revanche. Donc bon, un peu dommage d'avoir 2 fois le même match. Moi j'aurais bien vu Murphy, ça aurait pu être pas mal. Bon, on va dire que ça mérite de protéger Murphy du coup d'une défaite. Et donc voilà le match. Bon, la Battle Royale était pas fameuse, hein, elle était pas extraordinaire. Maintenant, bon, ils ont fait un petit peu de storytelling, bon voilà, avec le titre 24/7, Harper et Rowan qui sont un peu déconcentrés, Carrillo en face en péril, qui arrive à les surprendre à cause justement de cette petite distraction du 24/7. Voilà, ils ont mis un peu d'éléments de storytelling, voilà. Et puis au final, bon une petite victoire de Carrillo, bon le public il s'en fout un peu, même quand il entre sur le ring, et Carrillo il soulève pas les foules, hein, il faut le dire, il manque un peu de charisme, il est bon entre les cordes, mais voilà, il va falloir qu'il prenne un peu d'épaisseur, si je puis dire, mais voilà, il en est qu'à ses débuts, il est encore jeune, mais il est très prometteur. Voilà, le match, je l'ai noté, je lui ai mis un petit 2 étoiles, allez, on va peut-être pas, je vais même être généreux, je lui ai donné un petit 2,25, on va lui donner un petit 2 un quart, mais c'était vraiment rien d'exceptionnel, et donc voilà, c'était comme ça qu'on terminait donc avec ce kick-off. On passe tout de suite au show principal, avec déjà une grosse surprise, puisqu'on enchaîne directement, paf, avec le Lesnar-Velasquez, le match qui aurait pu, et qui, pour moi, qui aurait dû même être le main event, en tout cas tel qu'il nous l'avait buildé. Et bien finalement, ils nous ont fait l'opener, donc ça fait 2 fois que Lesnar nous fait le coup de l'opener, comme à WrestleMania face à Seth Rollins. Donc oui, un choix assez couillu et encore assez étonnant, donc un gros troll à la Mania, et donc du coup ça prend la place de la bataille royale, comme je vous l'avais dit, qui aurait dû être l'opener initialement, mais bon finalement le match y a rien eu, hein, il faut le dire. Donc Cain Velasquez est arrivé avec Mysterio, et donc le match commence. Cain, évidemment il tente de faire du MMA, hein, de faire des takedowns, et en fait à un moment donné il fonce dans, il porte une espèce de, on n'est pas loin du low blow, hein, il faut le dire. Il n'est pas loin du low blow sur Lesnar. Après, il porte un high kick. Donc, du coup, il arrive à ébranler Lesnar. Et là, il tente un takedown. Donc là, il est vraiment proche de Lesnar. Et puis là, il se fait contrer comme un bleu avec une Kimura. La caméra cache un peu le Cain Velasquez. Du coup, on n'arrive pas à le voir. Mais en fait, la cloche sonne tout de suite. Donc on se dit, en fait, il abandonne sans avoir abandonné lui-même, arrêt de l'arbitre. Et en fait, bon, on reverra plus tard au ralenti, hein, sur un autre angle, qu'il avait bien tapé, hein, Velasquez. Donc le match aurait duré seulement, en tout et pour tout, 2 minutes. Donc ça aurait été vraiment un squash. Mysterio qui tente d'intervenir avec une chaise, hein, mais en tapant sur le dos de Lesnar, mais il se fait vraiment valdaguer par-dessus la 3e corde, par Lesnar. Ensuite, c'est Lesnar qui en profite avec des coups de chaise sur Cain Velasquez, puis un F5 sur la chaise. Rey Mysterio revient avec des coups de chaise, hein, on passe un petit moment KPDP là, avec des coups de chaise. Il arrive même à dégager Lesnar, à le faire passer à l'extérieur, malgré son bras, hein, blessé, hein, parce il vend quand même un bras blessé. Donc ça, manque de cohérence. Comment est-ce que vous pouvez me faire croire qu'un mec qui a un bras blessé, en écharpe, arrive à foutre un Lesnar à terre, en tout cas à le faire fuir avec des coups de chaise, avec un bras blessé?
Franchement, ça, c'était pas crédible pour un sou. En tout cas, ça nous tease une confrontation, une feud entre Rey Mysterio et Lesnar. Maintenant, je sais pas comment ils vont faire, puisque il faut rappeler que Rey Mysterio a été drafté à Raw, hein, et puis Lesnar, bien sûr, il est à SmackDown. Donc je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire encore une draft surprise? Je ne sais pas. Mais voilà, donc ce manque de crédibilité dans les coups de chaise à côté blessé au bras, bon, ça m'a fait un peu chier. Le match, innotable. Je ne les note pas parce que 2 minutes, il n'y a rien à dire. C'était de la merde, hein, il faut le dire, c'était de la merde. Maintenant, bah, le truc c'est que c'est de la merde, mais en même temps, bon, on a eu un match de MMA, hein, on peut le dire. Donc bon, Lesnar, Velasquez, c'est 2 mecs qui font de l'MMA, donc bon, on a eu un match de MMA très court, mais bon, sur le principe, pourquoi pas. Et puis, il faut le dire, je vous l'avais dit dans une vieille news, il y en a une qui disait que il était blessé, Velasquez, qu'il devait se faire opérer. Et visiblement, c'est bien le cas. Il faut rappeler, alors c'est vrai que là il avait une protection au genou, alors comme il était habillé tout de noir vêtu, on le voyait moins, mais il avait vraiment cette protection au genou gauche, mais si vous vous rappelez, vous pouvez revoir les images, je me suis permis de les revoir aussi, de l'attaque, hein, des débuts de Velasquez, hein, lors du premier SmackDown là, sur la Fox. Lorsqu'il est venu surprendre Lesnar pour l'attaquer, il avait une grosse protection sur son jean là, donc on voyait bien qu'il avait cette protection sur son genou gauche. Donc oui, il est véritablement blessé au genou, donc on pouvait effectivement se dire que le match n'allait pas durer très longtemps, et effectivement ça a été le cas. Donc je pense que Velasquez, il ne pouvait pas aller plus loin que ça, alors que je pense qu'il en avait sous le coude. Il aurait pu, sans cette blessure, je pense qu'il aurait pu aller plus loin. On aurait pu avoir un match de 8-10 minutes, quoi, je pense. Alors ça aurait été sûrement beaucoup de MMA, mais il aurait peut-être pu avoir un petit peu plus, peut-être un petit peu plus de prise de catch, peut-être un peu plus du coup des German de la part de Lesnar. On aurait pu avoir plus de F5. Des souplesses, enfin un peu plus de choses. Bon là, on n'a pas eu le temps, donc raccourci. Mais voilà, c'était chiant, c'était de la merde, mais on va dire quelques circonstances atténuantes qui vont essayer un peu de nous calmer à ce moment-là. Maintenant, bon, moi je sais pas ce qu'ils vont faire entre Rey Mysterio et Lesnar. Il y a eu une promo plus tard, hein, backstage, pour Rey Mysterio, qui dit qu'en fait, qui promet à Lesnar qu'il va payer pour tout ce qu'il a fait, notamment à son fils Dominique, et que ça, alors il a parlé un peu en espagnol aussi, hein, mais en gros, il a dit que tout ce qu'il avait, qui paiera, et que ça, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler, bien sûr, hein, bien sûr, une petite allusion à ce que dit en général Eman. Donc on va voir comment ça se passe entre les deux hommes. Donc notch innotable, et voilà, on va pouvoir passer à la suite, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est un peu dommage parce qu'ils ont fait quand même un gros build-up là-dessus, et puis bon, tout ça pour 2 minutes, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Match suivant, Turmoil match, donc avec toutes ces équipes réunies, pour évidemment the largest tag team turmoil match in history to determine World Cup winner and crown the best tag team in the world. Avec donc The OC, The Revival, Hawkins Rider, Lucha House Party, Rudolph, Viking Raiders, New Day, Heavy Machinery et The B-Team Go Go Go. On commence donc le match avec Rudolph et la Lucha House Party qui sont finalement représentés par Lince Dorado et Grand Metallic, hein, qui avaient revêtu un peu un look un peu Halloween, hein. Dorado avec un espèce de masque de clown là, beaucoup de poils orange. Grand Metallic qui avait une peinture blanche en plus de son masque, ça rappelait un petit côté Pentagon Junior, hein, qui n'était pas pour me déplaire. Zero miedo. Rude, on commence donc avec Rude qui pin Grand Metallic après un Glorious DDT, donc ça va assez vite. Hawkins et Ryder qui arrive ensuite face à Rudolph, vite éliminé également par une combinaison zigzag Spinebuster sur Zack Ryder, plutôt pas mal. Heavy Machinery arrive ensuite face à Rudolph, le match dure un peu plus longtemps. Heavy Machinery donne du fil à retordre à Rudolph, et Otis, hein, qui arrive sur le ring et qui est toujours aussi over, même en Arabie Saoudite. Caterpillar qui est tenté par Otis mais qui est évité malheureusement à cause de Dolph Ziggler, mais le compactor arrive quand même et permet à Heavy Machinery d'éliminer Rudolph. New Day arrive ensuite, hein, donc avec Biggie et Kofi, hein, malheureusement Xavier Woods il est blessé au tendon d'Achille, malheureusement il va en avoir pour de très nombreux mois, on parle de 9 mois, voire 1 an, donc ça va être dur pour Xavier Woods. New Day donc arrive, on a donc un duel face contre face, hein, qui se profile face au Heavy Machinery, donc ça change un petit peu, c'est pas mal.
Voilà, un petit peu de comedy wrestling avec ce Biggie qui arrive à ne pas tomber, hein, après malgré tout, je crois que c'était une big boot de Tucker, il arrive à rester en mode Matrix là, à se redresser. Tucker aussi fait un petit peu de troll, voilà, il se moque aussi, enfin voilà, c'est un peu comedy wrestling entre les deux. On a ensuite une nouvelle tentative de Caterpillar, cette fois-ci réussie par Otis sur Kofi, fallait bien qu'on l'ait quand même, ce ver, ce worm. Et finalement on a un Trouble in Paradise de Kofi sur Otis, donc qui reste complètement inanimé au sol à l'extérieur du ring. Et on a au final un Midnight Hour de Kofi sur Tucker et élimination de Heavy Machinery. Ensuite on a la B-Team qui arrive pour faire face au New Day. Et ça va très très vite avec un big ending de Biggie sur Curtis Axel. La B-Team se fait rapidement éliminer. On a ensuite The Revival qui arrive pour faire face au New Day. Alors qu'on a justement appris en kick-off qu'à SmackDown, donc ce soir, hein, dans la nuit, dans cette nuit, hein, à 1h du matin, n'oubliez pas si vous voulez le voir en direct, puisque le fait qu'il n'ait pas encore changé d'heure aux États-Unis fait que on n'aura pas 6 heures d'écart, mais 5 heures d'écart au niveau du décalage horaire, et que donc le show SmackDown donc n'aura pas lieu à 2h du matin comme d'habitude heure française, mais à 1h du matin, donc c'est forcément une bonne nouvelle pour nous. Et donc on aura un New Day contre Revival pour les titres tag team de SmackDown, donc cette nuit, donc il faudra être présent. Donc ils s'affrontent donc durant le match. Kofi réussit à porter un roll-up sur Scott Dawson et élimine donc Revival, après quand même une bonne lutte entre les deux équipes, hein. Comme d'hab, hein, les confrontations entre les deux équipes, c'est toujours sympa. Revival n'accepte pas cette défaite et se venge en attaquant Kofi avec un Shadow Machine. Ce qui est possible, c'est peut-être possible que du coup que ce soit un mauvais signe pour les New Day, hein, cette victoire clean des New Day, hein, du coup, dans ce Turmoil match. Ça veut peut-être dire qu'ils ne gagneront pas les titres ce soir, on verra bien. Aussi arrive ensuite, donc alors que Kofi est inanimé au sol, hein, donc après ce Shadow Machine, aussi arrive pour affronter les New Day. Kofi donc est encore sonné sur le ring, il se prend presque un Magic Killer, mais il réagit avec un double stomp sur Anderson. Anderson qui porte un running boot sur Kofi. Et puis ensuite on a un Magic Killer sur Kofi. Gallows fait le pin et les New Day se font éliminer. On a donc déjà une finale entre The OC et donc les derniers arrivants, les Viking Raiders, qui arrivent quand même plutôt sur une bonne pop, avec le public même qui nous fait un petit rappel de NXT avec les wow, wow, wow. Magic Killer sur Eric au final. Et voilà, donc victoire de The OC. Donc sur un Magic Killer sur Eric. Donc The OC devient la best tag team in the world. Un peu la surprise, même si j'ai regardé les cotes au dernier moment, et effectivement The OC avait vachement baissé dans les cotes. C'est quand même quelque chose qu'il faut souvent regarder les cotes un peu de temps avant les shows, parce que c'est souvent là que se passent des mouvements assez violents, et là on peut se dire que qu'il va se passer quelque chose. Et Revival, New Day et Viking Raiders étaient favoris, hein, ces derniers jours. Et puis ils aussi ont fait un comeback de fou. Et voilà, ils ont forcément les bookmakers, je sais pas comment ils savent ça, mais ils ont réussi à sentir le coup. Et effectivement, The OC qui s'impose. Malheureusement, on n'aura pas eu mon scénario qui était couillu, avec EOP qui arrive comme 10e larron imprévu pour venir s'imposer. Dommage. Pas de Street Profits non plus. Pas donc PayPad et EOP. Mon scénario avait pourtant de la gueule, je trouvais. Match était quand même long, hein, 32 minutes de match. Donc du coup, le match était globalement long. Donc il y a eu des passages qui étaient sympas, mais des passages aussi ennuyeux. Donc comme je vous l'avais dit, hein, forcément avec 9 équipes, il devait y avoir forcément des matchs courts et des matchs avec un peu plus de résistance. Donc le dosage a été bon de ce côté-là, mais forcément, il y a eu des moments un peu creux. Donc avec une qualité des matchs assez inégale. Après, des confrontations sympas entre, comme je vous l'avais dit, New Day Revival, c'est toujours sympa. Même le New Day Heavy Machinery, deux équipes face, ça a bien fonctionné. Et puis moi, j'aime beaucoup les confrontations, c'est pas la première qu'on a, entre The OC et Viking Raiders, qui est assez old school et qui rappelle pour moi les vieilles confrontations entre Demolition et Legion of Doom, quoi. Voilà, deux équipes un peu de démolisseurs, vraiment dangereuses. Et j'aime bien cette alchimie qu'on peut avoir entre The OC et les Viking Raiders. Voilà, et j'espère qu'on en verra d'autres à l'avenir. Le match, New Day, Heavy Machinery, voilà, c'était dans un autre style, mais je l'ai trouvé aussi sympa, un peu plus comedy wrestling. La note globale du match, 2 étoiles 3 quarts, un 2,75, voilà. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais
c'était divertissant, malgré les quelques moments ennuyeux de temps à autre. Et tant mieux quand même pour The ça permet quand même de les réhabiliter, parce que comme je vous l'ai dit souvent, The ils ont quand même pas mal servi de paillasson. Ils ont quand même pris, notamment, je me rappelle du segment avec quand Stone Cold était venu, ils avaient pris cher à 2 reprises. Ils s'étaient pris le Stunner, donc je crois que c'était Edge qui l'avait pris. Enfin bref, il y avait quand même des moments difficiles pour The qui perdait beaucoup de matchs, un peu décrédibilisé. Et là, bah, on se retrouve quand même avec The donc qui devient, même si ça sert à que dalle, hein, on est d'accord, c'est un titre honorifique, qui se retrouve donc du coup Best Tag Team in the World, et quand même avec un AJ champion des États-Unis, donc c'est quand même déjà un peu mieux d'avoir ces trois-là avec quelque chose, on va dire, avec un titre. Voilà, donc pour le match, juste du divertissement, mais pas non plus de quoi se tomber le cul par terre. Match suivant, Cesaro contre Mansour. Donc c'était le moment où le public forcément allait popper comme des malades. Et effectivement, ce fut le cas lors de l'arrivée de Mansour, hein, la gloire locale. Bah malheureusement, hein, pourtant j'ai vraiment appelé ça de mes voeux, mais Cesaro est encore arrivé avec son pantacourt et ses baskets de merde. J'en peux plus, Cesaro, j'en peux plus. On est en Arabie Saoudite. Couvre-moi tes chevilles, bordel de merde. Couvre-moi tes chevilles. C'est plus possible là. Le mec il se prend, il se croit sur la plage. Il se croit en vacances. Le gars il arrive tranquillement là. Non mais arrête, arrête. Mets-moi une tenue décente. Remets-moi ton slibard, j'en sais rien. Mais porte une tenue de catch. Là j'en peux plus quoi. C'est pas parce que tu joues les jobbers de luxe qu'il faut pas au moins avoir la dégaine d'un lutteur. Merde, c'est pas possible quoi. Bref, bah finalement, bon bah après quand même une jolie passe d'armes et un Mansour qui a vraiment donné vraiment de très beaux moves, qui a bien mis Cesaro en difficulté. Et ben on a un gun trench powerbomb de la deuxième corde qui est tenté par Cesaro. C'est la deuxième fois du match qu'il le tente, parce qu'il avait réussi la première fois, mais la deuxième fois, c'est souvent comme ça la WWE, quand on tente un même move une deuxième fois, souvent on se fait contrer. Et effectivement, un joli contre de ce God Trench Powerbomb de la deuxième corde, contré en Powerbomb par Mansour, c'était vraiment un très joli contre. Et bah du coup, les yeux écarquillés de Mansour, là il sent que c'est son moment, il monte sur la troisième corde, le public est en feu, et là le moonsault et la victoire de Mansour en 12 minutes. Donc match qui était pas très long, hein, mais c'est exactement une durée que j'avais envisagée. Un petit 10-12 minutes, c'était très bien, vraiment très cool, rien à dire, très bon moment. Et ça a été vraiment un match sympa à suivre, avec un peu de suspense, même si au niveau des cotes, je vous l'avais dit, il était 1000 fois favori, Mansour, il n'y avait absolument aucun suspense à attendre, mais ils ont réussi quand même à nous vendre un petit peu de suspense, en tout cas durant le match. Le public était investi, il y a eu du beau catch, et Mansour montre qu'il est vraiment quelqu'un avec qui il faudrait compter, avec qui il faudrait... qu'il faudrait compter et quelqu'un qu'il faudrait exposer davantage, notamment à NXT, parce qu'on le voit jamais. Le gars on le ressort une fois à l'an quoi. Ça devient pratiquement un booking à la Taker ce gars. C'est incroyable. Mais c'est dommage parce que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment de bonnes capacités in ring. Voilà, il a une bonne tête, il a un petit côté Rollins saoudien là, mais entre les cordes c'est vraiment un très bon potentiel. Et moi je le donnais. Bah pour moi c'était le match de la soirée, je lui donnais la note de 3,25, 3,25, ce qui est largement pour moi mérité. Et puis à la fin, bah, un peu comme à Super Showdown, après la victoire dans ce 50-man Royal Rumble, la bataille Royale pardon, interview de Mansour post-match, qui dit que c'était le match le plus important de sa vie, il était nerveux, hein, il avait un peu peur, mais il y est allé quand même, devant tout le monde, devant sa famille, et que tout était possible, et que c'était la victoire la plus importante de sa vie. Mais maintenant, il se demande ce qu'il va faire par la suite, à l'avenir, et ce que nous ferons à l'avenir. Donc il dit lui, mais après nous. Hein, il englobe tout le monde, et puis après il englobe son pays. Il parle du rêve de voir un Saoudien devenir une WWE Superstar. Voilà, il englobe un peu tout le monde. Il finit par quelques mots en arabe, et le public est en feu. Bon moment, sympatoche, voilà. Pas grand chose d'autre à dire, mais c'était l'un des meilleurs moments de la soirée, en tout cas en termes de catch pur, c'était très bien. Et Cesaro, comme d'hab, il a fait le jobber de luxe à merveille.
On sentait que j'avais l'impression qu'il lui parlait de temps à autre, qu'il lui donnait un peu les consignes, Cesaro, qui conduisait vraiment ce match. Mais Mansour a vraiment livré une très belle performance et j'espère qu'on va quand même le voir davantage à l'avenir. Petite interview aussi de Rollins, hein, il faut le noter, le Mansour américain, qui promet de brûler le Fiend dans le match, qui va, il le dit lui-même, clôturer, finir cette putain de rivalité. Et tant mieux, on va finir la rivalité donc ce soir. Et voilà, au moins c'est dit. Match suivant, Tyson Fury, le Gypsy King. Bambalea, Bambalea. Dommage qu'il soit pas rentré sur cette musique d'ailleurs. Contre Braun Strowman, 8 minutes, voilà, bon bah on fallait s'en douter, hein, il y avait pas, fallait s'y attendre, hein, le match pouvait pas durer très longtemps non plus, il faut pas rigoler, c'est le premier match de catch de Tyson Fury, hein, le mec c'est un boxeur, c'est pas un catcheur, donc on n'est pas non plus s'attendre à des merveilles. Alors Fury, hein, toujours dans son côté un peu provoque, un peu showman, il arrive en tenue saoudienne, avec une arrivée très impressionnante, avec beaucoup de feux d'artifice. Braun Strowman a l'air lui-même surpris et un peu impressionné. Et du coup, bah Fury, il se présente un peu comme le babyface du match, hein, quand même. Le gars, il s'arrive avec la tenue saoudienne, évidemment. C'est un peu de la cheap pop, hein, mais forcément, ça lui donne un peu plus de soutien, hein, entre guillemets. Même si finalement, en soi, bah dans ce match, il n'y avait pas vraiment de babyface, il n'y avait pas vraiment de heel. C'était un match de gala entre deux mecs qui voulaient en découdre. Voilà, le public, j'ai l'impression qu'il a été plutôt partagé, ouais, voilà. On commence avec 2 coups de bélier, voilà, il y a 2 coups de bélier qui sont portés à l'extérieur. Enfin, c'est même pas qu'on commence, on finit comme ça. 2 coups de bélier portés à l'extérieur par Braun Strowman, hein, avec son petit tour là habituel. Mais du coup, Braun Strowman remonte tranquillement sur le ring, après avoir mis Fury aussi sur le ring. Et puis à ce moment-là, il se fait surprendre par une droite de Tyson Fury. Braun tombe à l'extérieur. Et il est un peu KO, il tente de se relever, mais l'arbitre compte, et puis voilà. Décompte à l'extérieur, match, victoire de Tyson Fury en 8 minutes. Comme je vous l'avais dit, c'est Fury qui s'impose, hein, il était favori dans les cotes, je vous l'avais dit, victoire de Tyson Fury. Maintenant, ils n'ont pas fini le match, comme je l'avais dit, avec où il pouvait vendre sa blessure à la cheville, et puis porter un roll-up derrière, un peu en opportuniste. Mais je pense, c'est vrai que j'ai pas évoqué ce scénario, j'y ai pas pensé, j'avoue. Et je pense qu'ils ont opté pour la bonne solution. Peut-être même la meilleure. Alors c'est un décompte à l'extérieur, c'est un peu pourri. Mais je pense que ça a l'avantage de protéger tout le monde, notamment Braun Strowman. Donc du coup, qui ne pâtit pas d'une défaite un peu honteuse par un roll-up ou je ne sais quoi. Donc c'est même encore mieux que ce que j'avais dit. Que ce que j'avais envisagé. Je pense que c'était la bonne solution. Et puis ça fait un finish qui met aussi Fury en valeur parce que c'est quand même une grosse droite. Et puis Braun, c'est quand même un boxeur qui fout une grosse droite. Et le gars, Braun, bah il a du mal à se relever. Et puis il se relève pas à temps. Donc ça met Fury en valeur. Ça permet de montrer que Fury est un boxeur émérite. Et puis qui quand même a été invaincu. Hein, ils le disent bien. Et puis Braun Strowman, bon bah il se relève quand même, mais avec du mal. Maintenant, alors bon, la réaction de Braun est un peu étonnante parce qu'il fait un peu le heel là sur le coup. Il réagit mal, il prend mal la défaite et il porte un running power slam sur Tyson Fury. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que Fury se relève très très vite après, immédiatement après, donc il ne vend pas ce power slam, alors que c'est pas un catcheur, donc en plus c'est d'autant plus incohérent pour un non-catcheur de se relever d'un running power slam qui est pourtant la prise ultime de Braun Strowman qui lui a permis de remporter tellement de matchs face à des catcheurs, à des vrais catcheurs. Donc Fury qui nocelle ce power slam alors que il a jamais catché de sa vie, c'est n'importe quoi. Bon, ça c'est un peu dommage. Le match évidemment il est merdique, il était chiant à mourir. Mais malgré, voilà, bah évidemment Tyson Fury il est très lymphatique, très gauche dans ses moves. Il a fait quand même un petit saut carpé, il s'est relevé un peu façon Taker. Voilà, on a senti, hein, ça a été dit d'ailleurs à un moment donné à un moment où il a fait ça pendant les commentateurs que c'était un vrai fan de la WWE. Donc il s'est relevé là façon Taker, façon Deadman. Donc voilà, il s'est un peu fait plaisir là, un petit kiff personnel pour Fury. Voilà, mais il s'est pas si mal débrouillé, j'ai trouvé, voilà, malgré son côté maladroit. Bien sûr, hein, ses prises de tête étaient très moches, sa façon de se mouvoir, bon, bref, il y a beaucoup de choses. Il n'a pas porté de body slam, hein, comme je l'avais dit, j'aurais trouvé ça étonnant qu'il arrive à le faire. Il n'a pas porté de corde à linge, je l'ai même pas vu faire ça. Et oui, il a fait plutôt des droites.
ce petit Socarpé, bon, il a fait ce qu'il a pu, voilà. Mais ça a fait le café, voilà, la fin elle avait le mérite de protéger tout le monde, mais la note, évidemment, elle est nulle. 1,25, je donne un 1,25, c'était un match de merde, mais avec encore des circonstances atténuantes. On va dire que c'était de la merde, certes, mais de la merde bien gérée. On voit ensuite backstage R-Truth qui croise les Bollywood Boys, et il veut fuir R-Truth et il se prend la porte en fuyant. Samir Singh dit referee, referee, et du coup il porte un pin sur R-Truth, et cette fois-ci c'est Samir Singh après son frère Sunil. Cette fois-ci c'est Samir Singh qui devient 24/7 champion et les Bollywood Boys s'enfuient. Voilà, donc les Singh Brothers donc, deviennent tous les deux 24/7 champion. Félicitations Samir. On passe au match suivant, donc le match entre AJ Styles et Humberto Carrillo pour le titre US. Donc The aussi accompagne AJ au début avec la coupe, donc on a maintenant un clan auréolé on va dire, qui se présente, ça a un peu plus de gueule déjà. Donc la revanche du match d'Euro, comme on a pu voir il y a 3 jours. Match de 12 minutes, donc 12 petites minutes, donc comme le Cesaro Mansour. Carrillo, bah finalement à un moment donné, il fait un petit backflip là, et du coup il rétablit, bon il vend une blessure au genou. AJ en profite du coup forcément, quand on voit que son adversaire se vend une blessure au genou, on s'attend au calf crusher, et effectivement c'est ce qui arrive. AJ donc porte ce calf crusher, mais Humberto Carrillo courageusement arrive à tenir et à saisir la corde pour casser la prise. Et puis finalement, il est à l'extérieur, AJ, il arrive à porter un petit forearm pour ébranler Carrillo, et puis là il se projette, springboard, phénoménal forearm, classique, et victoire d'AJ, donc dans un bon petit match, sympa, un peu du même tonneau que le Cesaro Mansour, voilà, vraiment très sympa, bon petit match de catch, qui met encore bien en valeur Carrillo, qui mine de rien est très bien exposé depuis quelques jours là, bien poussé. Alors certes il essuie 2 défaites clean en 4 jours face à AJ, plus une 3e si on compte Rollins une semaine avant à Raw, mais le gars, Rollins, puis AJ par 2 fois, avec une petite victoire dans une bataille royale, le gars en 10 jours, c'est quand même pas mal comme bisutage, il y a pire quand même, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ça, donc c'est quand même pas mal. Alors peut-être que c'est sa belle gueule, son côté latino belle gueule, mais qui sait parler anglais, qui plaît peut-être à Vince, donc il y a peut-être un projet Carrillo, sait-on jamais. Moi en tout cas je le trouve bon in ring, donc maintenant effectivement il y a beaucoup de choses à améliorer, niveau charisme, niveau mix skill, peut-être qu'il faudra lui adjoindre quelqu'un, je sais pas, peut-être une femme, j'en sais rien, même s'ils l'ont fait avec Cara, d'ailleurs, avec Carolina maintenant, bref, en tout cas, on a au moins un Styles, champion des États-Unis, qui conserve son titre, ça c'est ce que je vous avais pronostiqué, c'était normal, je le voyais pas perdre son titre, surtout voilà, dans un show comme ça, face à un adversaire dont on ne connaissait même pas encore l'identité. Et on va sûrement passer à autre chose maintenant, puisque bon, il perd 2 fois clean, calf crusher, phénoménal forearm, voilà, ça va, il perd 2 fois maintenant Carrillo, il a vendu sa blessure au genou, donc ça protège quand même en quelque sorte Carrillo cette défaite, donc c'est pas plus mal. Et puis donc ça redonne un petit peu de lustre à The aussi, qui en avait bien besoin, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc Best Tag Team in the World plus le titre US, c'est toujours ça de prix. Pas d'intervention des Street Profits, comme on l'a pu voir dans le dernier Raw, puisqu'on a l'impression qu'il y a un début de feud entre les Street Profits et Gallows et Anderson. Ça aurait pu arriver, mais rien de spécial. Donc peut-être que Street Profits et Gallows Anderson vont feuder juste à 2 contre 2, et que Styles va partir vers autre chose, et vers un autre rival. Mais l'avantage, c'est qu'à Raw, il y a beaucoup de mid-carders qui ont été ajoutés dans la draft, notamment Tozawa, il y a du Andrade, il y a du Buddy Murphy, il y a du Aleister Black, il y a du Cedric Alexander. Donc Carrillo, mais là, bon, je pense que son tour va un petit peu passer. Bref, il y a quand même de quoi faire pour et puis Ricochet bien sûr toujours, mais il y a de quoi faire donc pour AJ Styles, donc je pense qu'on peut vraiment, il y a de quoi se régaler pour la mid-card de Raw, et la note 3 étoiles, je l'ai donné un tout petit peu en dessous du Cesaro Mansour, mais c'était vraiment le 2e meilleur match de la soirée à mon sens, et on a vraiment passé un bon moment de catch, et c'était à prévoir, puisque je m'attendais à ce qu'on ait un bon petit match de catch avec AJ, et puis avec le vainqueur, même si on savait pas encore qui ça allait être, mais je m'attendais quand même à
un gars venu de 205 Live. Voilà, et ça a été le cas. Donc match très honnête. Match suivant, ben voilà, on n'en avait pas encore parlé, c'était le match qui n'avait pas été encore prévu au moment où j'ai fait ma vidéo pronostic dimanche dernier. C'est un match forcément qui fait plaisir, qu'on n'attendait pas. Il y avait eu des petites rumeurs dans la semaine, puisque on disait que les femmes allaient peut-être arriver, mais peut-être plus en 2020, lors d'un show saoudien. Et puis là, ils nous ont vraiment surpris, puisque la veille, donc mercredi, on a appris que qu'il y avait déjà des femmes qui avaient pris l'avion hein, pour Riyad, notamment donc 4 femmes, Natalia, Lacey Evans, Lana, et Renee Young, donc on savait que quand même il y avait des femmes qui étaient là, donc on sentait peut-être qu'un match allait être prévu, et effectivement ils ont booké un Lacey Evans contre Natalia, donc évidemment premier match féminin en Arabie Saoudite, donc ça c'est quelque chose d'historique, hein, forcément une symbolique énorme, et donc ça suit le match entre Bliss et Alexa Banks qui avait lieu aux Émirats Arabes Unis, hein, les deux avaient lutté dans un live event et puis de façon très recouverte, et là ils nous ont fait exactement la même chose. Les deux femmes sont arrivées toutes de noir vêtues plutôt en cuir, hein, pour un côté plus cuir pour Natalia, donc du coup qui lui change pas trop d'habitude, mais les deux avaient quand même aussi un long t-shirt pour recouvrir aussi leur corps, donc c'était quand même très protégé. Et Natalia qui est arrivée à la première sur ring, qui était vraiment très très émue, on l'a vu, et qui a donné ses petites oreilles de chat, son serre-tête avec les oreilles de chat à une femme voilée, donc qui était très contente. Et l'arrivée d'Evans, donc était un peu plus étonnante, hein, avec une tenue qu'on n'a pas évidemment l'habitude de lui voir porter. Et on a un début dès le début, les deux se serrent la main, donc on a du coup, il n'y a pas de heal là, on n'avait pas de heal, et c'est un match, on va dire, femme contre femme, à la régulière. On a envie de se faire plaisir, les deux ont le sourire, on casse les codes, et même on se resserre la main quelques minutes après, le public qui scande des This is awesome, hein, alors que le match avait à peine commencé, hein, donc le public quand même il a bien fonctionné là-dessus, donc c'est dire le symbole, hein, que représente ce match. Alors j'ai senti quand même que les tenues un peu amples, hein, des deux lutteuses, les avaient quelque peu gênées dans leur mouvement, mais bon, c'est pas très grave. Et le match, il est très ordinaire, il dure que 7 minutes, et puis finalement, elle tente son moonsault de la 3e corde, Evans, esquive, discus lariat de Natalia, old school, et elle enchaîne avec son sharpshooter. Evans qui tente de prendre la corde, mais Natalia la ramène vers le centre du ring et finalement elle abandonne Evans. Et donc victoire de Natalia. Bon, j'aurais plutôt donné la victoire à Evans, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Le match, je lui donne une petite note de 2 étoiles. C'était vraiment un match ordinaire typique weekly, mais on va dire que l'essentiel était définitivement ailleurs. Natalia même lève le bras d'Evans, hein. Donc je sais pas si ça symbolise, si ça signe un face turn d'Evans, peut-être, j'en sais rien. Maintenant, Natalia est à Raw, Evans est à SmackDown, je sais pas si ça va être un face turn, mais l'émotion des deux femmes était vraiment présente. On brise presque le kayfabe, hein, on peut le dire. À la limite, hein, on le brise ici. Il n'y a pas de storyline dans ce match. Il n'y a pas de heel, il n'y a pas de face. C'est juste un match symbole. Un match symbole, c'est tout. Les deux viennent voir même une femme voilée. Un gros hug, de l'émotion pour les deux femmes. Pour Evans, pour Natalia, qui se font un gros hug aussi après le match, en larmes. C'était tout. Même moi, j'avoue, j'étais un peu, un peu perturbé par cette fin, un peu ému, oui. C'est vrai que c'est quelque chose quand même. C'est quand même quelque chose. Et c'est bien. Et je me dis, merde, Crown Jewel, numéro 1, il y a un an, on a eu le best tag team, on a eu le best, on a eu le best in the world, le tournoi best in the world, bon, qui était à chier, mais on a eu le best in the world, ok. Crown Jewel numéro 2, on a le best tag team in the world. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas un Crown Jewel 3, donc dans un an, en 2020, pourquoi pas, hein, si on continue à avancer comme ça, pourquoi pas un best woman in the world. J'espère, ça serait bien. S'ils peuvent nous faire un Best Woman in the World, évidemment, on sera tous contents. Ça sera encore un gros progrès. Ça veut dire qu'on verra encore plus de femmes. Et là, on en a vu des femmes. Donc, et puis c'est pas fini, on en parlera juste après. Bref, il y a un progrès. Voilà. Et quand on a une compagnie en bourse qui a une action et qui est en action en bourse, qui est cotée en bourse, le WWE est coté en bourse, on est obligé
de véhiculer des messages. On est obligé de faire ce genre de choses. Y a pas à chier, t'es obligé. C'est de la com, c'est de la pub. C'est de l'image. C'est tout. C'est du marketing. Mais on est obligé de le faire. Quand on a une entreprise cotée en bourse, comme ça, mondiale, vraiment d'aussi grande importance, on est obligé de le faire. Donc voilà, il y a un deal de 10 ans, on le sait, qui va durer très longtemps, mais il y a des progrès, et ça, il faut le souligner. Voilà, match suivant, le tag team match entre Tim Hogan et Tim Flair, un match de 20 minutes, donc un match assez long, et donc, je vous parlais de femmes, et bien Lana, donc qui avait été effectivement annoncée comme ayant pris l'avion, donc avec les autres femmes, était effectivement là pour accompagner Lashley, très couverte, mais ils l'ont mise quand même assez sexy quand même, mais couverte, donc ils ont fait quand même un bon dosage entre le sexy et le décent, on va dire. Mais elle est pas restée, elle est juste venue l'accompagner au niveau du stage, elle est repartie. Donc ça aurait été très rapide. Orton, hein, il faut le dire, est toujours aussi over en Arabie Saoudite, hein, c'est incroyable. Le RKO, c'est vraiment quelque chose de mondial, et c'est une prise qui est vraiment over, et donc RKO, forcément, si le RKO est over, Orton profite aussi de cette overness. Et d'ailleurs, les chants RKO se font entendre lorsqu'Orton entre pour la première fois sur le ring pour faire face à Ricochet. Ricochet, bon, il a pris une tenue d'ailleurs très féminine, hein, parce que il aurait pu être une femme, hein, tellement il était recouvert des pieds à la tête, avec une tenue un peu de super-héros, mais qui était assez dégueulasse, il faut le dire. Et Ricochet d'ailleurs prend très cher par la Team Flair pendant une bonne partie du match. C'est donc lui, à lui qu'on a donné le rôle du face en péril. Il le fait très bien. Le tag est ensuite enfin réalisé par Ricochet sur Roman Reigns qui n'avait encore rien fait. C'était le dernier à ne pas être encore monté sur le ring. Là évidemment le public est en feu. Hogan là et The Mouth of the South, Jimmy Hart, ils sont contents aussi. Et du coup gros tag donc de Reigns. Il porte même un leg drop à Corbin, hein, histoire de rendre un petit hommage à Hogan. Donc un petit moment mark time là. Superman Punch de Reigns sur Orton, mais un brisage de tombée par plusieurs membres de la Team Flair. Choc Slam de Corbin sur Ali. Kinshasa de Nakamura sur Shorty G. Claymore, un magnifique Claymore, hein, vraiment dévastateur de McIntyre sur Ricochet. Et ensuite on a un petit passage sympa où Rusev, un peu plus énervé, là, remonte sur le ring, il s'en prend à tout le monde, il dégage tout le monde, et là, il reste plus, en gros, que le boss de fin, entre guillemets, Bobby Lashley, il ne reste plus que lui à affronter, forcément, le public, là, il commence à être un peu en feu, et forcément, Lashley, il avait fui au début du match, il l'avait fui, Rusev, il avait fait le tag avec quelqu'un d'autre, parce qu'il avait avec Drew, il me semble, au début du match, il n'avait pas envie d'affronter Rusev, c'est du grand classique, et là, on a enfin, la confrontation sur le ring entre Rusev et Lashley pour la première fois. Le duel commence, échange de coups, échange de droite. Rusev prend le dessus, mais ensuite Rusev tombe à l'extérieur. Il passe par-dessus la troisième corde après que Lashley ait tiré la corde. Lashley prend ensuite un Superman Punch de Roman Reigns. Et Reigns ensuite s'élance dans les cordes et saute par-dessus la troisième corde sur tout le monde, hein, sur tous les heels. Grand classique. Donc là aussi ça fait réagir la foule. Préparation du spear par Reigns, hein, qui fait un ouah. Donc il prépare son spear sur Orton, hein, qui était contré. Ensuite Orton qui contre ce spear avec un petit coup de pied dans le ventre, suivi d'un RKO, hein, un RKO. Donc le public évidemment il est content, il a vu son RKO, mais dégagement near fall à la dernière seconde de Reigns. Le public est limite déçu. Donc c'est dire s'il est over, hein, Orton, alors que c'est quand même la team heel, hein, qui se sauve de ce spear, mais le public est limite déçu quand même. Préparation à ce moment-là d'un punt kick par Orton, hein, un punt kick qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps d'ailleurs. Mais là ça prend 3 plombes, la préparation d'Orton, hein, toujours dans un style très ortonien, donc très lent et très méthodique. Ça prend 3 plombes, alors que Reigns, ça, il attend, il est allongé au sol. Donc on se dit que ça va forcément twister à un moment donné, cette histoire, ça pue. Et Shorty G, qui prend les chevilles d'Orton, du coup, ça perturbe Orton. Ali se prend ensuite un RKO,
ou presque à RKO, puisqu'il arrive à esquiver en se mettant les deux mains sur le sol, un petit appui tendu, vraiment comme à Hell in a Cell, un petit rappel de cette esquive qui était superbe. Shooting Star de Ricochet sur Orton, et Orton finalement se prend un spear par Roman Reigns, et 1, 2 et 3, victoire de la Team Hogan par, bien sûr, Roman Reigns lui-même, le capitaine. Et finalement, d'ailleurs, il faut noter, finalement, c'était pas si difficile que ça à pronostiquer, puisque ce sont les deux capitaines qui auront été à l'honneur dans ce pin final. Le capitaine de la Team Hogan qui pin le capitaine de la Team Flair. J'avais plutôt donné Corbin, mais finalement, bon, pourquoi pas Orton, hein, puisque finalement, bon, il est à Raw, Reigns est à SmackDown, bon, non, les deux ne sont pas en feud. Voilà, Orton s'est déjà couché dans le passé, bon, ça n'a pas trop d'incidence. C'est pas plus mal. Et puis, on sait aussi que, donc, je vous l'avais dit, Reigns va affronter Corbin aussi ce soir à SmackDown. Donc, bon, ils auront aussi l'occasion peut-être de spinner l'un d'entre eux, l'un et l'autre. On verra bien comment ce match va avoir lieu. Le match aura fait le taf. C'est vraiment du classique live event, j'ai envie de dire. Il y a eu des moments boring, hein, parce que 20 minutes, c'est quand même un peu long. Et puis la construction du match est très live event, hein, avec une longue domination des heels. Ricochet qui aura joué le face en péril, et puis Reigns qui aura fait le hot tag pour au final avoir la victoire et le happy end avec la victoire de la team face. Donc construction très live event. Note 2 étoiles 75. Voilà, rien de spécial. Ça casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord. Rien de spécial à souligner. Au moins, Drew McIntyre, comme je l'avais dit, il fallait qu'il reste fort, et ça a été le cas. Il a pas essuyé, il a pas pris de pin, il n'a pas trop pâti de ce match. Il a rapporté un magnifique encore Claymore sur Ricochet, vraiment dévastateur, vraiment superbe finisher. Voilà, ça aura fait le café, comme on dit, et on passe déjà au main event de la soirée. J'étais pas trop certain que ça allait être le main event, et puis finalement ils l'ont fait, le fameux Fiend contre Seth Rollins dans un Falls Count Anywhere match, et bien sûr ce match can't be stopped for any reason, donc ce match ne peut pas être arrêté pour quelque raison que ce soit. Superbe entrée comme d'habitude de Fiend, hein, avec cette lumière rouge qui va rester, donc on nous fait le coup de Hell in a Cell. Le match reste dans le rouge, dans ce fond rouge là, qui est un peu perturbant, parce que là on n'est pas enfermé dans une cage, donc même quand on sort du ring, quand on va un peu à l'extérieur, on reste un peu dans cette pénombre, donc c'est pas facile, par moment c'est pas toujours facile à suivre comme match. Le match aura duré 21 minutes quand même, 21 minutes, ça aura été donc le match, le match pas le plus long de la soirée, puisqu'il y a eu le Turmoil match qui aura duré 32 minutes, mais en tout cas en 1 contre 1, ça aurait été le match le plus long de la soirée, et donc l'avantage aussi, ce qui était bien, c'est que l'entrée du film, cette fois-ci, les commentateurs n'ont pas parlé, hein, comme à Hell in a Cell, ils nous avaient gâché ça, tant mieux. Et on a un premier curb stomp porté par Rollins à l'extérieur, hein, assez vite, mais le film se relève immédiatement après, et porte un Uenagi sur Rollins, sur l'épaule du ring. On a Rollins qui va ensuite chercher une table, qu'il pose à l'extérieur, et puis là, ensuite il va assommer le film, là, avec une protection de la table des commentateurs, après que celui-ci est foncé sur une barricade qu'il aura explosé lui-même. Rollins pose ensuite une deuxième table sur la première, afin de construire un échafaudage. Donc là on se doute qu'il va y avoir un gros spot là-dessus. Le Fiend prend ensuite plusieurs coups de chaise par Rollins. Rollins prend un sledgehammer carrément sous le ring. Il pose la tête du Fiend sur une chaise, donc pour porter un coup de sledgehammer sur sa tête. Mais le Fiend contre avec un mandible claw. Réaction de Rollins, hein, avec plusieurs coups de sledgehammer. Les deux montent sur la table des commentateurs. Le Fiend dévisse alors la tête de Rollins. Le Fiend célèbre debout sur la table. Les chants Yahweh, Wahweh résonnent. Tentative de senton du Fiend sur la table des commentateurs, mais esquive de Rollins. La table, bien entendu, des commentateurs s'écroule. Tentative alors de pin, mais kick out à 1 du Fiend. Rollins multiplie ensuite les coups de chaise sur le Fiend qui s'écroule sur la table des commentateurs. Rollins monte alors sur la troisième corde pour un gros frog splash de la troisième corde, mais le Fiend se relève vite et fait tomber Rollins sur les deux tables qui étaient donc posées l'une sur l'autre. Le voilà, le fameux spot sur les deux tables qu'on avait forcément tous vu venir. Donc ça se détruit et ça fait forcément une belle image et une belle réaction pour la foule.
Le Fiend retire alors la protection du sol, le tapis du sol à l'extérieur du ring, hein, donc comme on avait pu voir après Hell in a Cell. Sister Abigail tenté par le Fiend, mais Itsugiri de Rollins. Plusieurs coups de steel steps portés par Rollins. Puis un deuxième curb stomp porté sur le ciment. Tentative de tomber, 1, 2, mais kick out du Fiend. Rollins porte alors des coups de chaise sur le Fiend à 2 reprises. Mais il en tente même un troisième. Après donc que le Fiend soit passé par-dessus la barrière d'insécurité. Donc troisième coup de chaise de Rollins en sautant. Les deux se retrouvent sur une espèce de plateforme. Sister Abigail sur la plateforme. Le tombé est fait mais kick out de Rollins. La bagarre continue. On va cette fois-ci sur la longue rampe. On remonte progressivement vers le stage. Il y a un troisième curb stomp porté sur le stage par Rollins. Le Fiend se relève aussitôt. Plusieurs kicks de Rollins. Et quatrième curb stomp de Rollins. Puis un cinquième. Puis un sixième. Puis un septième. Même à ce moment-là, en Arabie Saoudite, hein, le public siffle Rollins. C'est dire. Hein, parce que on se retrouve exactement dans la situation de Hell in a Cell. On en a marre de ces curb stomps, et on en a marre, et on veut que le Fiend enfin s'impose, quoi. C'est ça en fait, hein, le public en a ras-le-bol de Rollins. On arrive même au 8e curb stomp, mais le Fiend bouge encore. Incroyable, il est toujours là. À ce moment-là, il y a trois super kicks portés par Rollins d'affilée. Et là, cette fois-ci, lors du troisième super kick, le Fiend tombe à la renverse dans une plateforme. Des pétards explosent, il y a plein de caisses là. Il est entouré par des caisses, donc il est caché derrière ces caisses. Des petits pétards, des extincteurs sont tout de suite allumés dans la foulée, hein, pour éteindre bien sûr ces pétards et ces petits feux là. Rollins s'approche ensuite d'une caisse, hein, pour essayer de sortir le Fiend de tout cet amoncellement de caisses. À ce moment-là, il y a encore un pétard, une explosion, mais qui arrive d'un peu loin, et Rollins nous vend de façon un peu maladroite un aveuglement suite au pétard, alors que le pétard il était quand même bien loin de ses yeux, hein. Bon, faut pas non plus, faut pas pousser, mais il est quand même un peu aveuglé. Et là, le Fiend surgit de nulle part, hein, en plein milieu des flycases, là, il surgit un peu en hauteur, là, il surplombe tout le monde, notamment Rollins, et il porte un Mandible Claw, le public pop, Mandible Claw, puis un Sister Abigail au sol, et là, 1, 2, 3, et 3, incroyable, ils l'ont fait. La WWE aurait-elle enfin compris son erreur, et en décidant enfin de rétablir cette injustice de Hell in a Cell? Et oui, le Fiend devient champion universel. À la surprise générale, plus personne n'y croyait. Incroyable. Comment vont-ils faire? Un monstre invincible, on lui donne le titre. C'était couillu, vraiment couillu de le faire, et en plus, il est à SmackDown. Donc comment vont-ils faire? Le Fiend, enfin le Bray Wyatt est à SmackDown. Il lui donne le titre universel. Comment vont-ils s'en tirer? C'est incroyable. C'est pour ça ça paraissait impossible. C'est pour ça que j'avais pronostiqué un no contest ou un double pin, enfin un truc qui permettait de protéger un peu tout le monde. Mais là, ils ont carrément réussi à faire prendre cette ceinture par Wyatt, on n'y croyait plus. Et ça, forcément, ça donne le smile. C'est une bonne nouvelle. En plus, ça ouvre plein de perspectives, notamment pour ce soir. Wyatt est invité dans un Miss TV. Wyatt, hein, et non pas le Fiend, est invité dans un Miss TV ce soir. À moins que... Alors, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce que ce sera peut-être le Fiend qui va rester à Raw avec le titre universel, et que Wyatt, le personnage de Wyatt à part entière, va rester, lui, à SmackDown, vont peut-être faire un dédoublement, ou peut-être qu'ils vont faire un switch des ceintures entre le Fiend et Lesnar, et que peut-être que Lesnar va revenir à Raw avec la ceinture WWE, et que le Fiend va finalement rester à SmackDown avec la ceinture universelle, et que pour le coup, il faudrait changer la ceinture, parce que évidemment la rouge en plastoc, ça peut plus marcher à SmackDown. Du coup, il faudra peut-être la transformer, la mettre toute bleue, la ceinture, voire la personnaliser, hein. Une ceinture spéciale Fiend, ça pourrait aussi avoir de la gueule. Bref, il y a plein de perspectives, et c'est ça qui est sympa. Et le match, bah, il faut le dire, c'était quand même pas mal un copier-coller de Hell in a Cell, hein, avec beaucoup de curb stomp, un petit peu moins qu'à Hell in a Cell, mais quand même 8 curb stomp, beaucoup de tentatives d'utilisation d'armes pour Rollins qui aura tout tenté, et au final, bah, il se relève de tout, il est imbattable.
il est imbattable, le Fiend, et cette fois-ci, ils ont fait le petit twist qui va bien, qui permet au Fiend de s'imposer pour surprendre Rollins. Mais maintenant, comment peut-il perdre la ceinture? Si c'était de faire un match à plusieurs, un Fatal 4-Way, Triple Threat, ou match en cage, quelque chose qui pourrait éviter au Fiend de prendre le pin. Je vois que ça, hein, pour qu'il perde la ceinture à l'avenir. Mais je pense que ça serait bien qu'il ait un run vraiment très long. Un très très long run, le Fiend, avec la ceinture. En tout cas, c'est pas mal, hein, parce que finalement, mine de rien, il fait le doublé, hein. Ceinture universelle, ceinture WWE, hein, dans sa carrière, hein, le Fiend, Bray Wyatt. Alors j'espère quand même que son run va durer plus longtemps que son run de champion WWE, qui n'aura vraiment pas été mémorable, hein, il faut le dire. La note, je vais donner une note correcte de 3 étoiles. On va dire, ils ont respecté la stipulation, on est allé un petit peu plus loin, on est allé dans le public, on est allé sur le stage, un peu comme prévu. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus backstage, voir dans les rues, dans l'Arabie Saoudite, qu'on découvre un petit peu les rues de Riyad. Ils auraient pu aller un peu plus loin dans le côté mystique. Bon, ils n'ont pas fait. Ils ont fait une petite fin un peu surprenante, voilà, avec un petit coup de pétard. Bon, voilà, pourquoi pas, bon. Mais c'était assez copié-collé, hein. C'est juste qu'ils ont fait la fin. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait la fin qu'ils auraient dû faire à Hell in a Cell, quoi. Alors pas avec les pétards, parce que là, on pourrait pas le faire dans la cage, mais ils auraient pu le faire un peu comme ça, avec une fin un peu surprenante, un petit retournement de situation. Ils auraient pu déjà le faire à Hell in a Cell, mais voilà, ils ont fait la grosse connerie, et on va pas revenir là-dessus, quoi. Donc j'ai rien vu de bien neuf par rapport à Hell in a Cell, hein, si ce n'est la fin, mais au moins, elle a le mérite de faire plaisir à voir, et on n'a pas envie de pleurer comme Basile Boli, hein, petit rappel de la vidéo, on ne pleure pas comme après Hell in a Cell. Non! Non! On ne pleure pas cette fois-ci. Là, on est content. Et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer le cas Wyatt à SmackDown, la ceinture universelle, puisque finalement, maintenant, Raw n'a plus de ceinture suprême. Raw n'a plus de ceinture suprême. Donc il va falloir gérer ça, et je suis vraiment hypé, à moins qu'ils nous fassent le gros changement, puisque Bliss et Cross, hein, étaient annoncés à Raw, puis finalement ils sont partis à SmackDown au dernier moment. Peut-être que ce sera le gros échange, et que finalement Bray Wyatt va revenir à Raw. C'est peut-être aussi l'idée, mais du coup la Fox va peut-être avoir l'impression de se faire arnaquer si elle perd le Fiend, hein, ça c'est sûr. Alors peut-être qu'elle va gagner quand même le Wyatt, mais qu'elle va perdre le Fiend. Donc bref, il y a beaucoup de choses à faire, et puis Lesnar, comme je vous disais, il peut switcher, puisqu'il y a quand même Rey Mysterio encore, hein, je vous l'avais dit au tout début. Mysterio et Lesnar, ils sont censés être en feud. Donc Mysterio, il est à Raw, hein. Donc peut-être que aussi Lesnar va passer aussi à Raw pour continuer la feud. Donc c'est vraiment très envisageable aussi, ce switch. Bref, on verra bien. Voilà, le bilan de ce show. Eh bien au final, si ce show n'était pas extraordinaire en soi, loin de là, je pense quand même que c'était le moins pire des 4 pay-per-view saoudiens qu'on a eu jusqu'à maintenant. Hein, par rapport au Greatest Royal Rumble, par rapport à Crown Jewel numéro 1, par rapport à Super Showdown, et donc par rapport donc à celui-ci, ce Crown Jewel numéro 2, ce Crown Jewel numéro 2, je pense que c'était le moins pire des shows, à n'en pas douter. Pourquoi? Parce que même, c'est là qu'ils sont forts, à WWE, c'est que même les passages les plus, je veux dire, les moins sympas, les plus merdiques du show, et ben on arrive quand même à leur donner des circonstances atténuantes. Parce que le Lesnar, Velasquez, il était court. Il était très décevant par rapport au booking, ce qu'il nous avait vendu. Très court. Le booking un peu feignant. Mais en soi, c'est un match de MMA. 2 mecs de MMA qui se foutent sur la gueule, qui font des prises de MMA. Une victoire rapide. C'est tout à fait... C'est crédible, hein, dans un match MMA. Malheureusement, c'est du catch, mais il y avait la blessure de Cain Velasquez. Donc de toute façon, le match pouvait pas durer longtemps. Donc, quelque part, bon, ça peut un peu calmer notre rage. Le Braun Strowman Fury, bah oui, forcément que c'est moche. Mais au moins un booking qui protège les deux, donc le finish était intelligent. Tyson Fury n'était pas si catastrophique que ça, malgré ses débuts, voilà, son premier match de catch de sa vie. Voilà. AJ Carrillo, Mansour Cesaro, c'était les 2 meilleurs matchs de la soirée, donc rien à dire. Bon moment. Le 5v5 était sympa, sans plus, avec un happy end qui faisait très live event, mais on passe quand même un bon petit moment, voilà, et puis on a les anciens, Hogan et Flair, qui ne se seront d'ailleurs pas foutus sur la gueule, ça, c'est tant mieux. Les femmes, forcément les femmes, on peut pas les oublier, elles ont livré un match complètement osef et ordinaire, mais il y avait tellement autre chose à écrire et à dire à travers ce match, l'émotion qui était là,
Donc forcément, c'était quelque chose d'historique. Donc là aussi, on n'oubliera pas ce match. Le Turmoil match a eu des hauts et des bas, certes. C'était un peu trop long. Mais au moins, au final, ils ont fait un choix intelligent, c'est de réhabiliter quelque peu Z aussi, qui en avait bien besoin après toutes leurs récentes défaites. La bataille royale était très moyenne. J'aurais préféré un Murphy, bon, pour avoir du neuf, plus que Cario qui venait déjà d'affronter AJ 3 jours avant. Mais bon, au moins ça protège Murphy, on va dire. Mais voilà, bon, ils ont fait une petite histoire avec le Tony 47, bon, ça se laissait regarder. Bon, on va pas non plus épiloguer, c'était qu'un match de kick-off. Et puis enfin, le main event, très copié-collé de Hell in a Cell, mais une fin qui surprend et qui ouvre surtout plein de perspectives pour la suite. Et donc au moins, on se dit qu'à la fin, on ne rage pas comme à Hell in a Cell, on ne pleure pas comme Basile Boli l'avait fait après la défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais cette fois-ci non. Non, cette fois-ci, je mets le but victorieux face au Milan AC. Et là non, plus de pleurs. Et là, le Fiend gagne. On finit avec une belle image, la ceinture brandie par le Fiend, la lumière qui s'éteint. Les feux d'artifice. Et là, le public est en feu. Et forcément, tous les fans de catch sont contents de cette image, qu'ils attendaient depuis des semaines et des semaines. Et là, on n'a pas envie de rager. On n'a pas de larmes. Les seules larmes qu'on peut avoir, à la limite, c'est pour les femmes. C'est le seul moment où on peut avoir des larmes. Sinon, pas pour ce main event, et c'est ça la bonne nouvelle. Et donc, la note du pay-per-view, je vais lui donner une note décente. Je vais lui donner un 6 sur 10. C'est pas une note extraordinaire en soi, mais pour un pay-per-view saoudien, je peux vous dire que 6 sur 10, c'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Comparé aux 3 shows saoudiens qu'on a eu dans le passé, je peux vous dire que 6 sur 10, c'est vraiment très, 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 très bien. Et voilà, comme je vous disais, les trucs les plus merdiques, on peut leur trouver des circonstances atténuantes, et du coup, au final, le show, quand on le regarde dans sa globalité, on a passé un bon moment. Moi, j'ai pas envie de rager sur ce show, et pourtant, j'étais parti pour rager, hein. Au moment des pronostics, forcément, il y avait beaucoup de matchs Joseph, hein. Beaucoup de matchs Joseph, et donc on était prêt à rager. On avait peur. Fury, on avait peur. Velasquez, on avait peur. La fin du match entre le Fiend et Rollins, on avait peur. Bref, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire peur. Et ils ont plutôt bien géré le truc. Ils ont plutôt bien géré le truc. C'est ça la grosse surprise. Et peut-être que, donc, comme je l'avais dit, peut-être que les femmes seront encore plus mises en valeur lors du prochain show saoudien de l'année prochaine. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle. Le prochain show probablement du mois de juin 2020. Donc, voilà. Comme on peut conclure ce show et donc cette review de Crown Jewel, et j'ai vraiment passé un bon moment. Et ça fait déjà 1 heure que je parle, c'est incroyable. Je pensais pas en parler autant, et ça passe vraiment très très vite. Donc je vais arrêter là, parce que je crois que personne va regarder. Par contre, je peux finir quand même par vous remercier, parce que vous avez été plus de 150 à regarder ma vidéo pronostic. Et c'est une très très belle surprise pour moi, je suis très content, et je vous en remercie. C'est très gentil de votre part, et j'espère que vous êtes nombreux à regarder aussi cette vidéo review, même si elle est longue. Je pensais vraiment pas parler aussi longtemps, je suis très surpris. En tout cas, il faut noter quand même que le Fiend prend ce titre universel le jour d'Halloween. Alors, je sais pas si c'est lié, mais forcément on est obligé aussi d'y penser. Ce petit clin d'œil est quand même sympa. Voilà, donc j'arrête là pour Crown Jewel. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Passez un long week-end, un très bon long week-end de la Toussaint. Restez au chaud, hein, puisqu'il fait pas très beau. Et on se retrouve donc très bientôt. Et je retrouve un petit peu de passion pour le catch. Et je me réconcilie un petit peu. Qui l'eût cru, avec un show saoudien qui devient un peu plus canon, hein, aussi, avec ce changement de titre. Parce que d'habitude, on n'a jamais de changement de titre comme ça dans un show saoudien. Et là, avec ce changement de titre, il y a un petit côté un peu plus canon, qui donne un peu plus de crédibilité aussi à ce show, qui n'est plus qu'un simple live event. Ça devient un vrai show qui compte. Ça aussi, c'est aussi quelque chose à retenir de ce show. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.